Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo destinée aux internes de psychiatrie de première année et donc consacrée aujourd'hui à la question de la définition des conduites suicidaires. Donc je n'ai toujours pas de lien d'intérêt particulier depuis 5 ans qui pourrait influencer mon propos et mon enseignement. Alors pourquoi prendre du temps pour parler de ça? Parce qu'en fait, ça n'est pas si évident de définir les conduites suicidaires. Alors pour vous le montrer, prenons quelques exemples et puis vous allez réfléchir à savoir est-ce que vous définiriez cette situation comme un acte suicidaire? Socrate, vous connaissez son histoire, il a été condamné à mort pour ses propos. Il aurait pu clairement sauver sa peau, mais il va persévérer dans ses dénonciations qu'il pense importantes. Est-ce que c'est un suicide? Il est condamné à mort, il est forcé à boire de la ciguë, est-ce que c'est un suicide? Un sportif de l'extrême qui prend des risques inconsidérés, donc qui risque de mourir, est-il suicidaire? Un gros fumeur, sachant très clairement, aujourd'hui plus aucun doute, sachant très clairement qu'il y a un risque de maladie létale au long cours, est-il suicidaire? Euh, Autrefois, le seppuku, autrement dit le harakiri du samouraï, qui avait perdu son honneur et qui, donc, selon le code de l'honneur, le bushido devait se donner la mort. Est-ce vraiment un suicide? De la même manière, les femmes indiennes qui devaient, selon la coutume, suivre leur mari dans la mort, sati, est-ce un suicide? Une jeune femme qui se scarifie les cuisses pour soulager une tension interne, est-ce un suicide? Un homme qui meurt sur la route alors qu'il a pris clairement des risques inconsidérés et qui vit des choses pénibles, qui donne un peu le sentiment d'avoir laissé le destin décider, est-ce un suicide? Une personne qui demande à être euthanasiée, se sachant au stade terminal d'une maladie mortelle douloureuse, est-ce un suicide? Peut-être que plutôt que euthanasier, j'aurais pu utiliser le terme ici de suicide assisté. Vous savez qu'il y a une différence entre l'euthanasie, qui est réalisée par le médecin, et le suicide assisté, où le médecin va euh, fournir à la personne qui le demande les moyens de mourir, les deux étant interdits en France à l'heure actuelle. Alors, s'il y a une demande de suicide assisté, est-ce que c'est toujours un suicide au sens où on l'entend habituellement? Et enfin, un terroriste ou un martyr, selon évidemment le point de vue, qui se fait exploser pour ses idées, euh, est-ce un suicide? Donc il y a beaucoup de situations en fait qui questionnent. Est-ce qu'on pourrait parler de suicide ou pas? Finalement, il y a pour beaucoup la mort au bout du chemin. Il y a un choix qui est réalisé et qui est réalisé, et l'acte est réalisé par le sujet lui-même. Ça répond quand même à beaucoup des critères qu'on pourrait avoir du suicide. Alors vous allez voir que ce n'est pas si simple. Je vous donne un exemple, une étude britannique qui a été réalisée auprès des coronaires. Alors coronaires, vous savez, ce sont euh, ces membres de l'administration judiciaire qui sont en charge dans les pays anglo-saxons euh, de, d'établir les causes de décès, notamment. Alors, ils ont choisi 12 districts anglais avec 12 coronaires et ils ont regardé les morts qui ont eu lieu en 2005. Euh, alors, avec un diagnostic ou de suicide ou d'accident. Et, euh, et ils les ont fait examiner par des chercheurs sur le suicide, en suicidologie qui étaient expérimentés. Et ils se sont rendus compte en fait que parmi 593 morts qui étaient considérés comme suicides, euh, seuls 65% avaient reçu un verdict, comme ils disent, de suicide par le coroner.
C'est-à-dire que les chercheurs avaient considéré qu'il y avait à peu près 600 suicides parmi tous les cas examinés, mais que seuls 65% avaient été reconnus comme des suicides par le coroner. Donc il y avait d'importantes variations aussi entre les coroners, 65% c'est le chiffre global. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'était que selon la méthode, le moyen suicidaire, ça pouvait influencer le verdict du coroner. Euh, que les morts par empoisonnement ou euh, noyade avaient moins de chances d'être considérés comme des suicides, et donc plus souvent des accidents. Et puis il y avait d'autres facteurs, par exemple si une note était laissée, l'âge du patient était plus de 60 ans, être marié ou veuf, plutôt que d'être célibataire. Bref, ce qui est important à retenir, c'est que vous voyez que dans ce diagnostic de suicide, eh bien, il y a des variations entre selon que c'est un coroner qui examine le dossier ou que c'est un chercheur en suicidologie, et que même entre les coroners, il y a de grandes variations. Alors ça a une influence importante, notamment sur les statistiques de suicide, euh, mais pas seulement. Donc, ça n'est pas simple de définir les comportements suicidaires. Là, je vous montre une étude publiée en 2017 qui avait reviewé la littérature et identifié les principales nomenclatures contemporaines des comportements suicidaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils ont montré, vous pouvez aller retrouver l'article, mais ils avaient donc fait une revue de la littérature de tout ce qui a été publié en anglais entre 69 et 2011, et avaient trouvé 13 nomenclatures différentes. Euh, donc il y avait un constat, si vous voulez, de divergence importante dans les définitions, et avec un impact sur la mesure et l'étude de ce phénomène. Finalement, il y avait un souhait derrière cet article d'une standardisation internationale de la terminologie, ce qui n'a jamais eu lieu. Et puis par ailleurs, il faisait la distinction entre la nomenclature et la classification. La nomenclature étant quelque chose de très pratique, faite pour la communication, alors que la classification est quelque chose de très valide normalement, et qui décrit idéalement la réalité. Alors de nombreuses questions en fait se posent. Que doit-on définir? Par exemple, dans le cas du suicide, est-ce que c'est la mort qui compte? Bien que la mort ne définit pas le caractère suicidaire. Il peut y avoir un accident, on peut mourir d'un accident. Est-ce que c'est l'acte lui-même? Est-ce que c'est son caractère suicidaire et comment ça se définit? Est-ce que c'est son caractère auto-agressif? Alors pourquoi cette question? Eh bien, par exemple, l'OMS a considéré jusqu'à sa 10e version de sa classification internationale des maladies, la CIM-10, que l'intention suicidaire étant compliquée à définir, il valait mieux considérer tous les gestes auto-infligés, c'est-à-dire les self-harm ou self-harming behaviors. Les Américains, au contraire de l'OMS, sous l'influence britannique, donc les Américains, eux, ont préféré vraiment distinguer les tentatives de suicide, suicide attempt, des automutilations ou scarifications, comme on les appelle en France, et qu'on nomme dans le milieu anglo-saxon le non-suicidal self-injury. Alors finalement, comment on définit tout ça? Par exemple, est-ce que la mort, c'est si facile à définir? Qu'est-ce que c'est mourir? Est-ce que c'est l'absence de vie? Est-ce qu'il faut suivre des critères médico-légaux? Est-ce que c'est, dans une vision un peu philosophique, c'est la fin de la vie actuelle? Est-ce que c'est rejoindre une autre vie ou un autre monde ou un paradis, si on a une eschatologie finalement? Que faut-il préférer, des faits objectifs ou des concepts théoriques? Que ce soit des concepts médicaux, psychologiques, sociologiques, philosophiques, qu'est-ce qui doit primer dans la définition? Et est-ce qu'il faut mieux des critères définis par le sujet lui-même, par exemple dans le cas d'idées suicidaires ou de tentatives de suicide, ou une évaluation faite par autrui, une hétéro-évaluation? Sachant qu'il y a de nombreux problèmes, évidemment. Par exemple, si c'est le sujet qui doit évaluer un type de geste passé, mais il peut y avoir des biais de mémorisation. Il peut aussi avoir des cacher, masquer ses intentions, s'il est très décidé à mourir et ne souhaite pas d'aide, ou au contraire, il peut amplifier ses intentions suicidaires, donc il peut y avoir, pour pouvoir être aidé. Pour, et
Et donc, il peut y avoir des motifs hein, à modifier la réalité de l'intention suicidaire. On sait bien que la crise suicidaire, on en reparlera, est sujette à de nombreuses fluctuations d'un jour à l'autre, voire au cours de la même journée. Il y a par exemple un effet cathartique qui peut exister après une tentative de suicide, ce qui n'empêche pas que ça ait pu être, que le geste était vraiment à caractère suicidaire, mais une fois le geste passé, si la personne n'est pas décédée, elle peut ressentir un profond soulagement parce qu'il y a eu une mobilisation de l'entourage ou il y a eu un effet des médicaments qu'elle a pris à visée suicidaire. Bon, tout ça va évidemment influencer l'évaluation faite par le sujet. D'autres questions, évidemment la question de l'intention suicidaire, comment ça se mesure? Est-ce qu'il faut des preuves? C'est une question importante. Pendant longtemps en Angleterre, pour parler de suicide, il fallait amener des preuves que le geste avait été réalisé avec une intention suicidaire, ce qui est très très compliqué à démontrer si une note n'a pas été laissée ou s'il n'y a pas eu des propos très clairs exprimés avant la mort. Et puis l'intention, est-ce que c'est uniquement l'intention consciente et explicite, celle que le sujet peut rapporter verbalement, ou est-ce qu'on doit penser que, et on a quelques arguments pour ça, que nos comportements sont quand même très largement guidés par des processus non conscients et implicites? Alors si c'est le cas, comment on mesure ça? Et puis les questions habituelles, pourquoi et pourquoi? C'est-à-dire finalement qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la supposée cause, le pourquoi, ou est-ce que c'est le supposé but de l'acte, le pourquoi? Est-ce qu'on doit prendre en compte la planification? Est-ce que c'est plus un acte suicidaire quand le geste a été planifié à l'avance, que la personne a organisé son geste, que si le geste est réalisé sur quelque chose qui a l'air d'être un coup de tête? C'est pas évident, évidemment. Et puis, comme on le verra, on peut avoir un geste très planifié, puis finalement, le passage à l'acte se fait. La décision du passage à l'acte jusqu'au passage à l'acte est très très brève, en fait. Donc, la plupart des gestes, parce qu'ils sont compliqués à être mis en œuvre, même lorsqu'ils sont planifiés, sont souvent réalisés sur une impulsion. Alors, ça devient plus compliqué de distinguer geste planifié et geste impulsif, comme on a l'habitude de le faire. Est-ce qu'il faut juger le résultat, le outcome, ce qu'on peut appeler la létalité? C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui compte le plus? C'est l'événement lui-même, de la pensée à l'acte, ou est-ce que c'est l'issue et la létalité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une lésion, un coma, une atteinte organique et une mort? Qu'est-ce qui compte pour définir le geste? Et est-ce qu'on doit prendre en compte tous les facteurs qui peuvent moduler l'issue? Par exemple, la présence d'un tiers ou pas? La disponibilité d'un moyen létal ou pas? Et le moyen, est-ce qu'il doit rentrer dans la définition? Il n'est pas inclus dans de nombreuses nomenclatures. Euh, Est-il révélateur de l'intention? Finalement, si je choisis un moyen qui a un risque létal plus important, est-ce que, euh, est-ce que ça définit plus un geste suicidaire que le choix d'un moyen à faible létalité? Alors d'autres questions, finalement la question du risque hein, qui traîne autour de beaucoup de gestes suicidaires, finalement, est-ce que les gestes suicidaires en eux-mêmes sont en continuité avec des gestes qui ne sont pas forcément suicidaires, mais où la question du risque se pose, hein, comme pour tout à l'heure, quand on parlait du sportif de haut niveau ou de sport extrême. Et donc finalement de considérer que le suicide c'est une question de probabilité de mourir, et aussi donc de prise de décision, qui implique évidemment une évaluation du risque et des conséquences de ses choix. Doit-on prendre en compte le délai entre l'acte et ses conséquences? Et doit-on enfin prendre en compte le rôle de la chance ou de la malchance dans l'issue de nombreux gestes suicidaires? Mais comment mesure-t-on ça? Alors dans une perspective psychiatrique, on voit que la conceptualisation des gestes suicidaires est complexe et reste sujette à débat. Par exemple, on peut considérer que les comportements suicidaires sont un symptôme d'un trouble mental. C'est ce qui existe par exemple actuellement dans le DSM-5 pour l'épisode dépressif caractérisé. Le dernier critère est celui de idée suicidaire jusqu'à acte suicidaire. Donc c'est un symptôme possible d'un trouble mental, ici l'épisode dépressif caractérisé.
Est-ce qu'on doit considérer que les comportements suicidaires, en fait, sont des complications possibles d'un trouble mental? Donc pas un critère de ce trouble mental, mais une complication possible. L'épidémiologie montre ça de manière très très claire. On le verra plus tard. Est-ce qu'on doit considérer que c'est une conséquence possible, mais d'une crise suicidaire hors tout cadre nosographique? Finalement, peu importe le trouble mental associé, même s'il est important comme facteur de risque, mais ce qui compte, c'est la crise suicidaire, et la crise suicidaire se définit, on va le voir dans un instant, par les idées suicidaires, et la possibilité euh, qu'elles aboutissent à un acte suicidaire. Et enfin, doit-on considérer que les actes suicidaires en soi sont des syndromes ou des troubles, si vous voulez, comme le suggère la section 3, c'est-à-dire la section A et C du DSM-5 depuis 2013. C'est-à-dire qu'on définirait un trouble comportement suicidaire qui se caractériserait donc par une tentative de suicide au cours des 2 dernières années. Alors selon la durée, ce serait considéré, le délai, ce serait considéré comme actuel ou en rémission précoce, avec un certain nombre de spécifications, par exemple la violence de la méthode, les conséquences médicales, la létalité dont on parlait tout à l'heure, et le degré de planification. Et puis on pourrait dès lors identifier aussi un trouble automutilation, défini cette fois-ci par une absence d'intention suicidaire. Et tous ces phénotypes, l'idée suicidaire jusqu'aux actes suicidaires, doit-on considérer que ce sont des phénotypes qui sont en continuité ou finalement c'est un spectre de phénotypes plus ou moins proches? Vous voyez sur cette représentation l'idée qu'il pourrait y avoir un continuum, donc des sujets ayant des idées suicidaires, certains ayant un plan suicidaire et certains passant à l'acte suicidaire. Ou alors on pourrait identifier des phénotypes particuliers, par exemple les patients qui ont des idées suicidaires vagues mais récurrentes, un peu chroniques dès qu'ils ont des problèmes, comme on voit dans certains troubles de personnalité. Ceux qui font le choix d'un moyen violent, on y reviendra plus tard. Ceux qui sont multiréitérants, comme on dit aujourd'hui, pour remplacer le terme de multirécidiviste qui est très connoté négativement. Ce sont des questions qui ne sont pas résolues. Elles ne sont pas résolues très largement parce qu'on ne connaît pas finalement les mécanismes psychobiologiques, on pourrait dire, de ces différents phénotypes. Alors on reste sur des définitions très superficielles forcément. Alors on va quand même s'entendre. Il faut quand même qu'on prenne une décision à un moment donné, même si la définition n'est pas parfaite et complètement satisfaisante. Donc c'est ce qu'a fait l'OMS en 2014. Le suicide est l'acte de mettre fin à ses jours. Et une tentative de suicide, c'est tout comportement suicidaire non mortel et tout acte d'auto-intoxication, automutilation et auto-agression avec intention de mourir ou pas. Vous voyez, ça c'est la définition de la CIM-10 finalement. On met toutes les tentatives de suicide ensemble, qui ait une intention de suicidaire ou pas. Et les idées suicidaires se réfèrent aux pensées, aux cognitions, et pour lesquelles il y a une intention de s'enlever la vie. Alors on pourrait rester aussi sur des définitions très consensuelles. Suicidaire, ça fait référence à la personne qui fait l'expérience d'idées suicidaires. Le suicidant est la personne qui a fait une tentative de suicide. Et le suicidé, la personne décédée de suicide. Les idées suicidaires, finalement, c'est un ensemble hétérogène de pensées qui s'étendent du souhait de mourir et disparaître sans forcément agir explicitement dans ce sens. Par exemple, ne pas se réveiller ou être victime d'un accident, ce qu'on a eu l'habitude d'appeler les idées suicidaires passives, jusqu'à des pensées, la pensée de mettre fin à ses jours, éventuellement avec un plan très précis. Donc, quand on a la pensée de mettre fin à ses jours, ce sont des idées suicidaires actives. Mais même ça, c'est assez complexe parce qu'on c'est pas certain que la dissection passive, idée suicidaire passive et idée suicidaire active soit vraiment pertinente. Il y a des études qui montrent, par exemple, que les deux sont autant prédicteurs d'actes suicidaires. Donc on essaye de rendre les choses plus précises, vous voyez, dans cet ensemble très hétérogène de pensées suicidaires, mais ça ne marche pas forcément très très bien. La crise suicidaire, c'est la période qui est marquée par l'existence d'idées suicidaires,
comme nous verrons à l'occasion d'un chapitre spécifiquement dédié, ça n'est pas si simple non plus à définir. Et puis la tentative de suicide, c'est un acte réalisé avec une certaine intention de mourir et n'ayant pas conduit à la mort. Donc là, on est quand même le plus souvent en France dans une définition plutôt américaine finalement que britannique, c'est-à-dire qu'on différencie la tentative de suicide de l'auto-agression, l'automutilation, la scarification qui est réalisée sans intention suicidaire. Encore faut-il bien le vérifier lors de l'entretien psychiatrique. Certains gestes peuvent sembler être des automutilations et en fait sont marqués d'une intention suicidaire, et vice-versa d'ailleurs. Ça peut ressembler à une tentative de suicide alors que ça n'en est pas. Et puis on parlera de suicide abouti plutôt que réussi, parce que c'est jamais une réussite, un suicide, pour parler, donc comme suivant la définition de l'OMS, d'un acte qui a été réalisé avec une intention de mourir et qui a conduit à la mort. Même si en France, on n'a pas besoin de montrer l'intention suicidaire pour définir un suicide, que ce soit lors d'une autopsie, psychologique ou d'une évaluation dans le cadre d'une enquête. Mais on peut avoir une simple suspicion et en se basant sur la scène du décès, considérer qu'il s'agit d'un suicide, même si on n'a pas la preuve formelle de l'intention suicidaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur, voyez, hein, la question complexe de la définition des actes suicidaires, mais c'est très important de commencer par réfléchir à cela avant de poursuivre sur l'épidémiologie et sur les différents facteurs de risque et mécanismes jusqu'à la prévention. Voilà, bonne journée.